Merci à vous d'être là ce soir avec nous pour ce Zoom métier, du coup sur les métiers en lien avec les ressources humaines. Voilà comment ça va se passer. Il y aura une présentation d'à peu près 40-45 minutes de nos intervenants. On a l'honneur du coup d'avoir avec nous ce soir Bioforce, Humanitalent et Médecins du Monde. Et en deuxième partie, du coup, on répondra à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser déjà dans le chat. Et ensuite, on y répondra du coup en deuxième partie. Donc, ce Zoom est organisé par la Cité de la Solidarité Internationale, pardon, qui est représentée par Laetitia Lascar, qui est avec nous ce soir et qui est la responsable, voilà, qui vous fait coucou, et moi-même, chargée de communication et événementiel. Quelques mots sur la CSI, comme on l'appelle. Du coup, c'est une plateforme transfrontalière qui a pour but d'outiller les acteurs de la solidarité internationale de par un espace d'accueil et d'accompagnement qu'on nommera Cohabit. Ensuite, on aura le programme Cogite, qui lui est un centre de ressources, d'orientation et d'information, dont ces Zooms métiers qu'on organise font partie. Et ensuite, on a Coexist, qui est un incubateur de partenariat ONG entreprise. Voilà, pour ces quelques mots de présentation, je vais laisser la parole à Franck, qui sera notre animateur principal et qui travaille chez Bioforce. Très Eh bonne séance à bien, tous. merci Lucie. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment content de vous retrouver, en fait, et de découvrir de nouveaux participants à cette série de Zoom métiers. On a eu par le passé quelques Zoom métiers généralistes. Là, nous commençons un Zoom métier RH. Euh, je vais peut-être commencer par me présenter rapidement. Je suis Franck Lavigne, je suis coordinateur parcours et métiers à Bioforce. Bon, après une formation de géologue et un master en eau potable et assainissement, voilà, j'ai pu avoir la possibilité de partir d'abord sur des postes classiques en bureau d'études et dans l'industrie. Et en janvier 2000, j'ai pu partir pour ma première mission humanitaire, ce qui était mon souhait depuis toujours, depuis l'enfance. Euh, sur différents continents, de différentes structures et différents postes graduellement en fait. D'abord, j'ai commencé sur l'eau, l'hygiène, l'assainissement, par la suite dans la coordination de projets, de programmes et de missions. Euh, j'ai rejoint Bioforce en 2019 pour représenter l'association euh, au Moyen-Orient et pour accompagner la création d'un master eau, hygiène, assainissement humanitaire au Moyen-Orient. Et à mon retour en France, eh bien, j'ai pris le poste que j'occupe actuellement. Je vais vous parler un peu plus de Bioforce. Donc, Bioforce, c'est avant tout un centre de formation professionnelle qui forme les personnes au métier de l'humanitaire. Ces formations ont lieu sur deux sites, le site de Lyon ou celui de Dakar au Sénégal. On forme sur différentes thématiques de l'humanitaire, la logistique, sur la gestion financière, administrative et des ressources humaines, sur la coordination de projets. Nous formons des responsables de projets eau, hygiène, assainissement. Nous avons aussi une formation à Bioforce Lyon, une formation post-bac sur l'environnement de travail et la logistique humanitaire. Et à Dakar, on a aussi des thématiques un peu spécifiques qui sont développées, notamment la protection de l'enfance. Nous avons aussi euh, une thématique nutrition. Euh, donc Bioforce intervient aussi au niveau du renforcement des organisations de l'humanitaire en accompagnant la structuration de ces organisations. Et nous avons aussi un certain nombre de formations que nous appelons courtes, euh, qui renforcent les acteurs humanitaires qui sont déjà engagés dans le secteur. Bon, je ne vais pas parler plus ni de moi ni de Bioforce, je vais surtout laisser Estelle et Sébastiano se présenter à présent.
Ok, pardon, je remets mon micro, excuse. Bonjour à tous, je suis ravie de participer à ce Zoom métier RH, d'autant plus que je tenais absolument à ce qu'on parle des RH en tant que métier à part, mais on reviendra dessus avec Sébastiano, on a ce genre de débat régulièrement. Donc moi, je suis fondatrice, directrice générale de Humanitalent. On est un cabinet RH spécialiste de l'humanitaire. On fait du recrutement, du conseil en gestion des ressources humaines et de la formation. Alors, je ne sais pas, pardon, Franck, est-ce que je parle de mon parcours maintenant ou plutôt plus tard? Plus Tu tard, peux je le crois. faire Hein. à présent. Ok. Parce que je croyais que c'était plus tard. Tu me dis. Tu me dis. Voilà, c'est bien Et maintenant. voilà, ok, j'ai la parole, donc je la continue. Donc moi, en termes de parcours, j'ai un bac plus 4 en droit du travail. Ensuite, j'ai commencé à travailler vraiment très très peu de temps dans différents secteurs, notamment privés, ça me plaisait pas du tout, et j'ai par bonheur atterri chez Handicap International au siège. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, je veux partir sur le terrain. Donc je suis retournée faire une formation pour avoir un master en gestion et développement des ressources humaines. Et ensuite, je suis partie avec Action contre la faim, puis avec Merlin, Oxfam, Solidarité internationale et de nouveau Handicap international. J'ai fait une dizaine de missions sur le terrain en tant que coordinatrice RH. Et puis, j'ai également occupé des postes en siège au sein de Handicap International et de Action contre la faim USA et Action contre la faim France. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que j'avais eu la chance de travailler avec Sébastiano. Et je te passe Alors, la parole. oui, je me permets de rebondir, après ta présentation. C'est vrai qu'il était prévu que vous le fassiez un peu plus tard, mais voilà, je C'est pense pas que grave. comme c'est entamé, oui, allons-y. Vas-y, Autant pour on moi. est là. Bon, c'était aussi un plaisir de pouvoir partager avec vous ce moment ici. Je suis Sébastiano, donc vous pourrez connaître dans mon accent, je suis italien, donc désolé, parfois quand je parle, je mélange un peu la langue et les mots, et donc désolé si parfois je ne suis pas clair dans mon modo d'exprimer. Donc, j'ai commencé à travailler dans l'humanitaire en 1995 après un bac plus 4 en sciences politiques et droit international. J'ai travaillé donc sur différentes ONG italiennes et aussi ONG européennes. Parmi plusieurs, c'était MSF sous les postes d'administrateur logistique terrain jusqu'à des postes de coordination projet et technique. Depuis 2000, j'ai travaillé sous les sièges, au siège toujours d'organisations comme MSF Belgique et j'ai un retour de voix. Et MSF, j'ai quelqu'un qui a le microphone ouvert. Donc, Oui, s'il vous plaît, si vous pouvez éteindre les micros de votre côté. J'ai travaillé donc au siège des organisations, comme je disais, MSF Belgique, MSF France, ACF, dans laquelle j'ai connu Estelle, on a travaillé ensemble. Et aujourd'hui, je suis référente RH opérationnel avec Médecins du Monde France. Et actuellement, je suis des pays, un périmètre des pays. Et je suis les référente donc pour les thématiques RH des missions. Médecins du Monde, c'est une organisation militante pour promouvoir les droits à la santé. On travaille sur des contextes d'urgence, mais des contextes aussi des thématiques un peu plus de longue période. Et on tous sur la matière, sur les droits à la santé, l'accès et à l'accès au système de santé. Voilà.
Alors, si vous me le permettez, je vais vous faire un petit tableau du secteur de l'humanitaire à l'heure actuelle, hein, avant que nous rentrions un peu plus dans le détail sur les aspects RH, sur la question de ce thème, et avant de laisser la parole surtout plus en détail sur la thématique à Estelle et à Sebastiano. Alors, quels sont les constats de l'humanitaire, hein, depuis quelques dizaines d'années? Eh bien, c'est une professionnalisation qui est liée avant tout à une augmentation, à une multiplicité des acteurs et des actions euh, de différentes formes, de différentes natures. Je reviendrai à ce sujet un peu plus tard. Cette professionnalisation, elle est due aussi à une complexité accrue des terrains d'intervention où les acteurs ont les belligérants, quand il s'agit de crises, de conflits, notamment, ont appris à ajuster leur stratégie avec la présence des humanitaires, à parfois utiliser les humanitaires. Euh, les terrains d'intervention se sont aussi complexifiés dans la mesure où différentes crises parfois se sont conjuguées et qui ont obligé notamment à devoir réagir de manière structurée, de manière euh, coordonnée. Et voilà, cette complexité a obligé justement, encore une fois, cette professionnalisation. Et par ailleurs, des exigences d'une manière générale de qualité et de transparence vis-à-vis donc d'abord des bénéficiaires, ensuite des donateurs du grand public. On a un engagement moral dans ce secteur de l'humanitaire, donc on doit montrer patte blanche sur ce qu'on fait. Il y a aussi donc les bailleurs, les donateurs publics, privés, les États qui fournissent justement les financements pour les interventions humanitaires qui sont en droit d'attendre qu'on leur rende des comptes. Et cette redevabilité au global a encore une fois contribué à la professionnalisation et à la complexification de notre secteur d'activité. Et donc, concrètement, on a en parallèle une hausse des exigences de recrutement et une diversification des métiers. Et pour donc répondre à toutes ces difficultés, Franck, si tu nous entends, nous ne t'entendons plus et ton profil est congelé. Ah, ça y est, ça revient. À tout de suite. Je te laisse la parole. Ça revient? Combien de temps ça a duré? 2 secondes, 3 secondes. Ouais. Ah, d'accord. Oui, c'est tout bon, on t'entend. Bon, ça va. Donc la complexité que j'évoque concernant le secteur de l'humanitaire, c'est aussi imposé au domaine, au métier des ressources humaines qui a lieu, qui existe aussi dans notre secteur. Ainsi, donc, tous ces constats montrent bien que autrefois, si on avait du temps, de la bonne volonté, la complexité actuelle ne permet plus d'intervenir de la même manière et donc exige à la fois des compétences, voilà, et bien d'autres apports que nous allons présenter un peu plus. On va parler, je vais faire quelques rappels concernant les métiers. En fait, on essaye de séparer les métiers en deux catégories. Tout d'abord, une catégorie qu'on appelle une catégorie avec expertise thématique. Ce sont des métiers qui fournissent des services très spécifiques qui demandent donc des compétences très particulières. Des exemples typiques, c'est les compétences liées aux l'expertise eau, hygiène, assainissement. C'est la protection, comme par exemple la protection de l'enfance, l'éducation, la santé donc qui peut apporter différents types d'expertise, la nutrition, la sécurité alimentaire, le droit.
Et en parallèle, il existe une autre catégorie de métiers qu'on dit fonctionnels, qui sont des métiers qui fournissent un appui, un soutien aux activités, aux interventions, et qui visent à améliorer l'efficacité de l'ensemble des actions qui sont mises en œuvre. On a notamment la communication, les finances, la logistique, la coordination, la gestion de projet, la sécurité, le plaidoyer et bien sûr, le focus de ce soir, les ressources humaines. Alors bien sûr, en fait, ces deux catégories peuvent être tout à fait liées l'une à l'autre. En fait, on peut très bien partir d'une expertise, d'un métier d'expertise et aller travailler sur de la coordination ou de la gestion de projet. Donc voilà, dans un parcours humanitaire, on peut facilement passer d'un métier ou d'une catégorie à une autre. Je vais parler très rapidement quand même des ressources humaines dans l'humanitaire avant de revenir sur un regard plus général sur le secteur. Ressources humaines, donc nous avons deux mots. Dans ressources, donc on entend des moyens, des possibilités, des facultés, et bien sûr humaines, donc c'est tout ce qui est lié à l'humain, à la vie. C'est donc ces deux mots, donc l'analyse sémantique, on en tire d'une manière globale deux champs d'action. D'abord, le recrutement, que j'ai placé d'un côté, et la gestion. Le recrutement qui entend notamment l'acquisition de talents. Pour cela, on doit passer souvent des tests, on fait passer des tests, on fait une analyse de ce que révèlent ces tests, des compétences, du vécu de la personne, de ce que cette personne peut apporter dans un recrutement. À côté de ça, en parallèle, donc on a la gestion de carrière. On doit gérer aussi la rémunération. On doit organiser, on doit planifier l'action de ces ressources. On doit gérer, manager. On doit parfois faire un accompagnement plus pointu, notamment avec du coaching ou du mentoring. Cela sous-entend aussi cette gestion, l'application de règles, de procédures, d'appliquer des notions de droit. Et tout ça, c'est régi généralement par un contrat. Et ces deux champs, en fait, recrutement et gestion, sous-entendent aussi que les ressources humaines, c'est du travail, c'est des compétences qui sont recherchées dans le recrutement et qui sont mises en œuvre dans le travail et qui doivent être gérées, améliorées. Donc, on recherche des qualités également. Les ressources humaines sous-entendent également un travail en commun, donc dans des équipes. Le recrutement lui-même se fait dans le cadre d'un travail d'équipe pour répondre spécifiquement à des besoins. Et puis, ça sous-entend aussi de la formation avant un recrutement et pendant, quand on gère notamment une carrière, quand on veut faire monter quelqu'un en compétences. Mais avant tout, je pense qu'il faut rappeler que les ressources humaines, et le mot humaine fait écho à cela, c'est de la vie et c'est des relations, que ce soit dans le recrutement, c'est un échange avec des personnes, mais dans la gestion même aussi de ces ressources humaines, il s'agit encore une fois de relations et de vie. Mais voilà, après ce focus un peu spécifique sur les ressources humaines, je vais reprendre mon analyse, mes constats sur ce qu'est le secteur de l'humanitaire à l'heure actuelle. Peut-être que je reviens un peu en arrière en disant que finalement, si on voit ce que c'est que les ressources humaines dans l'humanitaire, c'est ce qu'on retrouve dans d'autres secteurs d'activité, mais forcément quand même avec certaines spécificités qui vont probablement être développées par Estelle et par Sebastiano. Bon, de manière générale,
pour le secteur de l'humanitaire, on va rechercher des compétences spécifiques, hein, et des compétences voilà, qu'on peut regrouper en sous-thèmes. Notamment, on va chercher des compétences cœur de métier, des savoirs, des savoir-faire particuliers, souvent liés notamment à ce qu'on évoquait tout à l'heure, les expertises thématiques que peuvent apporter certains métiers. Ensuite, on va chercher des compétences qu'on va qualifier de transversales, qui sont notamment des capacités de travail en commun, de capacité de réflexion, de mise remise en question, travail en groupe. À côté de cela, on a également une recherche de compétences personnelles et relationnelles, ce qu'on appelle les soft skills, et en fait, qui vont être très sollicités dans le cadre de l'humanitaire. Sur une mission, on va souvent avoir une un certain niveau de stress à gérer par la nouveauté d'un contexte, par la nouveauté d'un cadre de vie. On a aussi des relations en équipe à gérer, donc il va falloir savoir écouter, il va falloir aussi savoir communiquer, il va falloir être agile. Donc ces soft skills sont primordiales dans le cadre du secteur de l'humanitaire. Le contact avec moi. Lucie, vous m'entendez? Oui, Oui, c'est bon, on t'entend. On t'a perdu D'accord. Enfin, moi, je t'ai perdu quelques secondes en tout cas. Mais là, c'est bon, on t'a retrouvé. D'accord, donc je reprends ce que je disais à propos des compétences linguistiques qui sont majeures dans notre secteur. L'anglais est une langue transversale qui est nécessaire notamment pour la communication avec les bailleurs et dans de nombreux pays aussi d'intervention. Pour travailler avec certains collègues qui peuvent venir du monde entier, l'anglais est souvent la langue qui va regrouper, qui va permettre de se comprendre et d'échanger. C'est la langue de travail bien souvent. Bien entendu, il y a d'autres langues qui sont très utiles, et notamment le français. De nombreux pays d'intervention sont encore francophones, en tout cas pour la population et pour les personnes avec qui on va travailler ou pour lesquelles on va travailler. Mais tous les autres, bien d'autres langues encore sont très utiles. Les langues d'intervention des pays, le russe, l'espagnol, l'arabe. Et je veux aussi citer les langues dites vernaculaires qui peuvent être parfois plus qu'utiles, qui peuvent être essentielles dans la communication avec les partenaires que l'on peut avoir dans la mise en œuvre des activités et des actions. Une compétence importante qui peut se lier facilement avec les compétences personnelles et relationnelles, c'est une forme d'appétence pour l'interculturel. Avoir envie de découvrir, avoir la capacité de s'adapter à d'autres cultures, tout cela en fait demeure majeur, étant donné qu'on va bien souvent aller intervenir dans d'autres pays, d'autres contextes, dans d'autres cultures, au sein de d'autres traditions. Et donc cette appétence est absolument importante. Enfin, le secteur de l'humanitaire requiert aussi la capacité de mobiliser certaines compétences liées au travail en commun. Et donc, on va devoir mobiliser son réseau, on va devoir être capable de travailler avec d'autres acteurs, que ce soit d'autres structures humanitaires, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des autorités, que ce soit voilà, des supports divers, mais également les représentants des bénéficiaires des actions.
Dans l'humanitaire, dans le secteur où travailler, alors tout d'abord, il y a différents types d'organisations qui peuvent accueillir des acteurs, des travailleurs humanitaires. Les associations de solidarité locale, qu'elles soient en France, qu'elles soient à l'étranger, qu'elles soient nationales ou vraiment très, très locales, les organisations, les CBOs, les Community-Based Organizations, voilà. On a également des associations dites internationales, les ONG dont on parle beaucoup dans les médias, ou encore les fondations qui recrutent et on voit notamment des expatriés dans différents pays. Ces expatriés qui peuvent être de tout type, tous les pays, de tous les continents. Nous avons les associations d'envoi de volontaires, qui sont souvent des organisations qui mettent en œuvre des projets qu'elles n'ont pas elles-mêmes définis. C'est souvent des organisations qui sont en coopération avec des pays où des projets sont mis en œuvre. On a l'ensemble des organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, que ce soit le Comité international du Croissant-Rouge ou de la Croix-Rouge, la Fédération internationale et les Croix-Rouges nationales. Et enfin, on peut aussi compter les organisations gouvernementales et internationales. Les organisations gouvernementales peuvent aussi représenter des actions de coopération. Et les organisations internationales, quant à elles, peuvent être celles des Nations Unies. Dans quel contexte peut-on intervenir? On peut intervenir au niveau d'un siège. Voilà, les ONG notamment ont généralement un siège dans un pays, voire différents sièges dans différents pays d'attache. Et on développe des missions sur les pays d'intervention, notamment en capitale, et plus enracinés sur le terrain, dans des bases, au niveau de base, qui couvrent des zones géographiques plus délimitées. Un petit rappel sur les différentes possibilités, différents statuts possibles quand on intègre l'humanitaire. Il y a d'abord la voie du stage qui peut se mettre en œuvre soit au niveau d'un siège, soit au niveau d'une base sur le terrain directement. On retrouve ces situations moins dans les capitales, bien que ça peut exister. C'est souvent un statut réservé à des étudiants et pour des personnes qui débutent dans le secteur de l'humanitaire. On a aussi donc le bénévolat qui est une bonne porte d'entrée pour découvrir le secteur, pour découvrir au moins certains aspects. Il peut se faire notamment en national et il permet notamment de faire ses premières armes et d'acquérir certains réflexes. C'est généralement, ce n'est pas comment dire, un travail rémunéré, mais qui peut être vraiment valorisé, en tout cas dans le secteur, quand on veut notamment s'orienter vers l'international. Ensuite, on a le statut du volontariat. Il y a différents statuts de volontaires, avec des conditions différentes selon l'âge, la durée. Il apporte généralement une certaine rémunération, une indemnisation, et il garantit notamment certaines couvertures sociales et certaines garanties suite à la mission qu'on a pu avoir en tant que volontaire. Un exemple de structure qui peut proposer ce genre de statut, le volontariat, c'est France Volontaire. Plus souvent, dorénavant, en lien notamment avec la professionnalisation du secteur, c'est le salariat. Alors, pour les Français et ceux qui connaissent les conditions de salariat en France, ça peut être un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. Le salariat peut aussi se développer sous des formes de contrats internationaux. Voilà, beaucoup de situations peuvent exister dans le salariat.
Quelque chose qui s'est développé depuis un certain nombre d'années quand même, c'est la consultance. Ça, comment dire, s'adresse souvent à des personnes qui ont un certain degré d'expérience et qui proposent des services ponctuels pour des missions très précises sur la base d'une expertise particulière. Voilà, ça vient souvent en appui à des missions, à des équipes pour renforcer temporairement pour apporter des réponses à des besoins particuliers. Comment postuler? Quelle possibilités vous avez à l'heure actuelle pour le faire? Eh bien, vous pouvez vous engager directement vers une candidature en essayant d'évaluer vos chances en fonction des éléments d'information que vous avez pu recueillir, hein, pour la construction de vos outils de candidature. Vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit antérieurement, c'est vous engager, notamment par le biais du bénévolat au sein de structures nationales, découvrir, acquérir une forme d'expérience, discuter, recueillir l'expérience de personnes qui ont pu justement évoluer déjà un certain nombre d'années dans la solidarité internationale notamment, pour pouvoir justement vous aider à vous engager plus et notamment vers l'international. Et enfin, vous pouvez aussi vous former, hein, ce que propose notamment Bioforce par le biais de ses formations, que ce soit des formations courtes qui sont généralement plutôt réservées à des personnes qui sont déjà engagées dans le secteur, ou des formations plus larges. Et il y a des formations universitaires, bien sûr, et il y a des formations professionnelles, ce que propose Bioforce. Et que les choses soient claires, il n'y a pas de limite d'âge et pas de parcours type. On n'est pas nécessairement du secteur de la santé pour rejoindre l'humanitaire. Et voilà, un vécu est un vécu. Et voilà, si on en pense que vous pouvez apporter dans une réponse humanitaire, vous serez toujours les bienvenus. Petit rappel de l'ensemble de ce que je viens de dire. Donc, vous pouvez donc avoir une formation et des expériences, une formation de base pendant plusieurs années, mais tout cela, en fait, vous pouvez le mettre en valeur, apporter une expertise et une expérience solide, plus ou moins en fonction de ce que vous avez vécu. Et tout cela, en fait, va vous donner des compétences techniques, des compétences interpersonnelles et des compétences transversales. En tout cas, elles seront, toutes ces expériences qui vont vous donner des compétences seront quand même requises. En fait, il faudra que vous les mettiez en valeur et que vous les associez à une certaine motivation pour pouvoir les proposer aux structures qui vous intéressent, pour lesquelles vous aurez identifié une certaine identité, des mandats, un savoir, des principes, des valeurs que vous voulez faire vôtre et que vous voulez mettre en œuvre dans des situations où le besoin se fait sentir. Estelle, qui s'est déjà présentée, va pouvoir prendre le relais. Est-ce que tu veux donner plus d'informations te concernant? Je crois que c'est bon, hein. Si D'accord. on a des questions, je répondrai plus tard, mais je pense qu'on peut enchaîner. Et de toute façon, je pense qu'avec la suite, je vais aussi expliquer mon parcours. Oui. Donc, je pense que c'est bon pour moi. De la même manière, Sebastiano. Ah, Allez. Sebastiano, tu n'as pas ton micro. On t'entend pas. C'est qu'on a déjà bien introduit ça. Donc, si on peut commencer, effectivement, en réfléchissant à la présentation de ce moment ici avec Estelle, effectivement, nous avons pensé que vous mettre l'importance du métier RH, c'est seulement, il ne faut pas seulement l'encadrer sur l'aspect, on peut dire,
importantes, que ce soit du cycle d'un employé, d'un salarié, c'est-à-dire le recrutement, l'intégration, la vie des salariés, donc il peut aller du recrutement jusqu'à l'accompagnement à la fin des collaborations. L'aspect de la ressource humaine, c'est aussi quelque chose qui est un peu plus, comme on dit, nous, transversal dans ce mot ici, qui accompagne aussi tous les process qui peut être d'un programme humanitaire. Et effectivement, l'aspect de la ressource humaine, il est aussi en valeur au moment de la conception d'un programme, parce que de plus en plus, l'aspect ressources humaines n'est pas seulement un coût, mais c'est une valeur ajoutée. Et donc, une bonne capacité de l'organisation des missions, d'une activité d'un point de vue ressources humaines, c'est vraiment la valeur ajoutée. De la compétence, de la capacité de mettre en place des actions pour un sens d'efficacité, pour un sens de réussite dans la réponse, dans les temps et dans la coordination. Et ça sont des éléments importants qui rentrent pour moi, ou pour nous, je me permets de dire aussi pour Estelle, dans les compétences dans l'aspect des ressources humaines. Et c'est un aspect effectivement qu'il faut toujours mettre en valeur. Dans cet aspect ici, donc l'importance est aussi à prendre en considération, c'est aussi un aspect que l'intervention, il doit toujours faire cadre dans la provenance d'une organisation qui a son organisation légale, sa vision qui vient dans la vision légale et la mise en place vers un contexte de l'intervention qui est lequel il y a aussi une réglementation légale. Les aspects légaux de plus en plus sont des éléments importants à prendre en considération de la législation, la capacité de savoir réaliser et implémenter les aspects avec une connaissance de la législation, c'est aujourd'hui quelque chose qui vient de plus en plus à être mis en valeur. C'est pour ça qu'un exemple qui peut venir aujourd'hui, qui me vient pour mettre expert, c'est l'aspect aussi des impositions, des impôts, des taxes, qui sont des aspects très importants aussi dans la vision. Ça, c'est vraiment dans le concept pour nous c'est quoi une gestion des ressources humaines d'un programme de façon aussi générique. Donc, on allait un peu plus sur les métiers. Donc, on peut passer des slides, Franck. Oui, c'est bon. Et celui d'après encore. Du coup, on va... Ouais. Voilà. Du coup, c'est bon, je vais commencer. En fait, on a choisi de vous montrer aujourd'hui la diversité des métiers RH dans le secteur humanitaire, qui sont finalement très similaires à un secteur autre que humanitaire. Donc, je vais commencer par les postes terrain. Donc, poste de responsable RH ou coordinateur, coordinatrice RH. Alors, il faut juste se méfier sur les terminologies parce que d'une organisation à l'autre, ça ne va pas être les mêmes termes. Notamment chez les anglo-saxons, le responsable RH correspond au poste de coordinateur RH dans les ONG françaises et vice-versa. Et on a aussi des organisations qui appellent le poste de coordinateur RH Head of Department ou chef de département, responsable de département RH. Notamment, c'est le cas chez Action contre la faim. Responsable RH, souvent, c'est un poste donc pour les ONG françaises, encore une fois, parce que sinon, c'est l'inverse dans les ONG anglo-saxonnes. Un poste qui est vraiment terrain en base. Donc, juste pour expliquer rapidement, sur une mission dans un pays étranger, peu importe lequel, on va avoir une base de coordination, enfin une équipe coordination avec un bureau de coordination qui souvent est dans la capitale du pays, mais pas toujours.
Et puis ensuite, on va avoir ce qu'on appelle des bases, voire même des sous-bases, dans des lieux plus ou moins reculés du pays, qui sont les zones d'intervention de l'organisation. Donc le responsable RH, il est sur une base. Ça, c'est dans les cas où la mission, elle est quand même relativement importante. Par exemple, quand j'étais en Haïti après le séisme, donc en 2010, on avait une responsable RH sur la base des Gonaïves, où on avait 150 employés rien que sur cette base. Donc, le responsable RH, il va faire exactement le même boulot qu'un responsable RH d'une entreprise privée en France, c'est-à-dire qu'il gère ce qu'on a déjà évoqué, hein, le recrutement, les aspects administratifs, donc les contrats, la paye, des aspects de formation, des licenciements parfois, que ce soit des licenciements disciplinaires ou parfois pour raisons économiques, même si souvent ceux-là, ils sont gérés plutôt par la coordination. Donc, on va être plutôt sur du très opérationnel RH, mise en œuvre des politiques, par contre, pas l'aspect conception, création et pas l'aspect stratégie non plus, qui, pour cette partie-là, va incomber au coordinateur RH ou chef de département, responsable de département RH, qui fait partie de l'équipe de coordination. En anglais, on parle de SMT, Senior Management Team. Donc, c'est vraiment, c'est l'équivalent d'une équipe de direction, mais au sein d'une mission humanitaire. Donc, il va décliner la stratégie pays en stratégie RH, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre au niveau RH pour atteindre les objectifs de la stratégie pays? Est-ce qu'on veut faire de la réponse d'urgence? Est-ce qu'on veut faire plutôt du développement? Est-ce qu'on est dans une stratégie de croissance? On va ouvrir des nouvelles bases? Est-ce qu'à l'inverse, on est plutôt dans une stratégie de retrait? Est-ce que la stratégie, c'est de basculer sur une ONG locale, par exemple, et donc nous, se désengager de l'implémentation? Ça, évidemment, ça va avoir des conséquences RH. Donc, la première mission du coordo RH, c'est vraiment la stratégie RH. Et ensuite, la conception, ou assez souvent, en tout cas pour les ONG françaises, ça va être de l'adaptation des politiques RH qui sont souvent construites au siège. En tout cas, dans pas mal d'ONG, et pour celles avec lesquelles j'ai travaillé, il y a une sorte de kit RH, une sorte de guide RH avec tous les outils possibles et qu'on adapte en fonction du contexte. Parce qu'évidemment, la politique RH du Mali, elle ne peut pas être exactement la même que celle de l'Irak, qui ne peut pas non plus être pareille qu'en Haïti, etc. Donc, travaille sur l'adaptation de ces politiques. Pour donner des exemples concrets, ça peut être une révision de grille de salaire, ça peut être la mise en œuvre du plan de formation aussi, j'en ai parlé, donc c'est la même chose. Il y a la stratégie RH globale, stratégie de formation, le plan de formation. Voilà, pour donner des exemples un peu concrets de ce poste de coordo RH, donc moi, sur les missions où je suis allée, j'ai eu entre 2 salariés au minimum. C'était une ouverture de mission à Madagascar. Donc, ouverture dit il y avait encore personne. Et le but, c'était justement de construire tous ces outils RH, la stratégie RH, les politiques RH de recrutement, les modèles de contrat, la grille de salaire, les annonces pour le recrutement, le process de recrutement, vérifier le code du travail, bien sûr, créer un règlement intérieur, voilà. Donc ça, c'était mission Madagascar. Et puis, ma plus grosse mission, c'était en Haïti, 650 employés au total sur la mission, dont 450 en capitale, puisque c'était post-séisme, donc la majeure partie des opérations se passaient à Port-au-Prince. Donc là, le boulot de coordinateur, il s'éloigne beaucoup de l'opérationnel pour aller sur vraiment du stratégique. J'ai pas parlé aussi, mais du dimensionnement, ça c'est hyper important. Le dimensionnement, la structuration des équipes. On veut ouvrir un nouveau projet. Quel type d'équipe dont on va avoir besoin, quel type de poste, combien de personnes,
etc. Donc ça c'est vraiment l'aspect dimensionnement, structuration, et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Sébastiano, si tu veux compléter cet aspect-là et puis parler du poste de coordinateur administratif. Pour la petite histoire, avec Sébastiano, on est un petit peu sur un conflit, on va dire, puisque moi, je défends les postes RH à part entière avec des experts en ressources humaines. Et effectivement, il y a des organisations qui ont des coordinateurs admin qui sont généralistes, qui font finance, administration et RH. Et du coup, je te laisse en parler, Sébastiano. Oui, effectivement, après, il faut remettre les choses dans un type de contexte dans lequel, par exemple, des organisations travaillent sur des dimensions de projets, un type de projet d'action, mais aussi un projet en taille d'organisation RH, donc qui, pour réaliser ça, on fait appel à la, on peut dire, la polyvalence, comme on dit, comme je dis con Estelle, c'est-à-dire un coordinateur, c'est quelqu'un qui doit, coordinateur admin, c'est quelqu'un qui doit coordonner une équipe métier de l'administration, qui peut aller de la finance, des ressources humaines. Et parfois, je peux ajouter la logistique s'il dépend de la mission. Mais il n'est pas tout seul qu'il fait ça, bien sûr. Quand nous, on se trouve face à ce type de situation, on fait appel à dans son équipe à des personnes qui sont vraiment spécialistes dans son métier. Donc, par exemple, je mets un rappel à les profils qui sont à côté, l'écrit administration, par exemple, et paye siège, mais effectivement, ce type de profil, on peut les trouver aussi sur le terrain, et donc c'est un coordinateur administratif qui coordonne une équipe, et en fonction des métiers, il a son référent administratif pour la paye, son administratif pour la finance, gestion du budget, et éventuellement, on peut avoir ça. Ces profils ici sont aussi qui, sous quelques organisations, le Médecins du Monde, MSF, peut appeler aussi admin, on peut les trouver aussi au niveau terrain, au niveau de la base. Donc, coordination capitale, base au niveau aussi de la province ou du district, des missions, et lesquelles c'est la personne qui aussi il est en charge de la mise en place, de le suivi des activités administratives. On peut dire que c'est un crescendo à partir du terrain jusqu'à arriver à la coordination. Donc, on peut trouver donc aussi, par contre, de la coordination, parfois des postes qu'on peut trouver également sur les sièges aujourd'hui, des postes d'administrateurs, comme j'ai dit, en charge des aspects légaux, une coordination, je pense par exemple. Je pense aussi, par exemple, à des pays dans lesquels la complexité de la législation du travail est telle qu'on a besoin pas seulement d'un contrat de consultance avec des cabinets externes légaux, mais aussi on a besoin de recruter ou avoir un aspect d'un consultant, un référent légal. Donc, au siège, comme on peut trouver parfois aussi dans les terrains, on a ce type de profil, comme par exemple un profil d'un administrateur seulement pour la paye, parce que aussi les paiements doivent suivre l'obligation de la loi nationale, ou dans les sièges aussi, et donc, mais les sièges, on travaille seulement pour les expatriés et pour les missions, l'administrateur paye. Il travaille seulement pour les salariés des droits nationaux. On peut aussi en dimensionnement de la mission, de la taille de la mission, on peut se trouver aussi, et ça c'est l'unique cas, on peut dire, entre siège et terrain, de charger ou de décharger des recrutements qui sont appelés effectivement à recruter des personnels en fonction de l'urgence, et ça c'est plus dans le contexte d'urgence,
sont des besoins et sont des personnes qui doivent avoir donc au siège, on a des profils qui sont vraiment focalisés au recrutement en fonction du besoin du turnover donc de l'échange, on peut dire, des personnels expatriés, mais aussi au niveau du terrain. Imaginons-nous, quand on a vu des grosses urgences de grosses urgences humanitaires. Moi, la qui me vient souvient, c'était le tsunami, oui, je suis un peu âgé, 2003-2004, en Indonésie. Au niveau du recrutement des staff des collègues nationaux, c'était d'une grande ampleur et on avait besoin. Et donc, on avait aussi des chargés de recrutement au niveau national en Indonésie, comme on l'a vu, par exemple, au niveau des différents sièges. Maintenant, on a des profils ici un peu plus liés au siège, sont les profils un peu dédiés à la mobilité et à la carrière, c'est-à-dire des profils qui sont plus dédiés à pouvoir travailler avec les compétences que chacun de nous il peut acquérir à fur et à mesure dans l'organisation. Et de plus en plus, on a des personnes qui sont vraiment dédiées à faire monter en compétence les collègues qui ont envie de s'engager avec l'organisation. Par exemple, ici, je peux parler de mon expérience avec MSF comme pool manager pour le profil logistique, lequel on peut avoir cette capacité, mais aussi parce qu'on a une espèce de standardisation de profil. Donc, ça veut dire que standardisation de profil, qu'un logisticien, pensant Franck sur l'eau et assainissement, un logisticien ou un chargé de un expert en eau et assainissement pour MSF ou pour ACF, il a des compétences qu'il peut acquérir à fur et à mesure, des compétences en secteur, forage, ont aussi la possibilité d'avancer. Donc, ça sont des profils qu'on peut trouver aussi dans l'organisation. Enfin, on a parlé des référentes techniques dans la thématique RH. Ça, c'est, on peut dire, la fonction qu'on est sous un support à émission. Quand Estelle parlait de la volonté, la capacité de mettre en place des politiques de ressources humaines sur la thématique, sur des thématiques salariales, sur la thématique organisationnelle. Donc, les référentes techniques sur pour RH, c'est la possibilité de pouvoir travailler avec les différentes missions à ce sujet d'accompagnement. Il ne faut pas oublier aussi, comme je disais au moment de la compétence transversale, que les RH, ce n'est pas seulement la gestion, il y a aussi la capacité de pouvoir accompagner les managers, accompagner les gestionnaires avec aussi du coaching ou du mentorship aussi en fonction des différentes situations. Je laisse Estelle compléter. Merci. Du coup, je fais le lien avec cet aspect mentoring, coaching, développement des compétences, formation. Donc, dans les sièges d'ONG, on va retrouver des spécialistes de ce domaine-là. Il y a extrêmement peu de postes terrain spécialistes de la formation. Je crois d'ailleurs que j'en ai vu qu'une seule fois dans ma carrière. C'était sur une grosse mission, bien sûr, au Nigeria. Mais par contre, la plupart des sièges ont un pôle, un service formation, développement des compétences. J'ai d'ailleurs la chance de travailler avec les collègues de Sebastiano chez MDM sur cet aspect-là. Donc, ce service formation, il va être en charge, bien sûr, de la stratégie, du plan de formation, comme dans une entreprise classique, privée, en France. Donc,
organiser des formations, qu'elles soient collectives, par exemple sur de la sécurité, sur de la gestion de projet, sur de la gestion des ressources humaines, du management d'équipe, etc., ou que ce soit des formations plus individuelles. Et puis au-delà de la formation, il y a effectivement ce dont parlait Sébastiano, le mentoring et le coaching avec des ONG qui proposent, et je crois que c'est le cas chez MDM notamment, mais il y en a d'autres de plus en plus, qui ont un pool de coachs qui peuvent mettre à disposition des collaborateurs qui en ont besoin et qui en font la demande. Après, quand on va sur de plus en plus spécifique, c'est un peu comme ça qu'on l'a fait pour cette présentation, il y a des postes plutôt dans les grosses ONG, donc QVT, qualité de vie au travail, qui sont spécialisés sur la qualité de vie au travail, avec parfois à l'intérieur de cette équipe QVT un ou une psychologue, ou en tout cas chargée de la santé mentale des salariés. Donc là, vraiment, je parle uniquement des salariés, je ne parle pas de la santé mentale et des projets de santé mentale à destination de bénéficiaires qui seraient par exemple dans un camp de réfugiés ou qui auraient vécu des traumatismes liés à la guerre ou à je sais pas, un tremblement de terre. Là, je parle vraiment de la santé mentale des salariés. Donc, dans le service QVT, il peut y avoir donc, par exemple, en termes de mission, les staff surveys, donc c'est-à-dire des enquêtes auprès du personnel pour savoir comment les gens se sentent dans l'organisation et quels sont les leviers pour que les gens se sentent mieux. Tout simplement. Et puis dernière thématique, c'est la PSEA, donc c'est donc ça c'est en anglais, Prevention of Sexual Exploitation and Abuse, donc c'est la prévention des abus et de l'exploitation sexuelle. On peut rajouter d'ailleurs un H pour harcèlement aussi. C'est des abus et du harcèlement. Depuis à peu près 10 ans, et des grands scandales qui ont éclaboussé le secteur humanitaire, il y a de plus en plus de postes dédiés en PSEA. Heureusement d'ailleurs, puisque souvent ça tombait chez les RH avant. Dans certaines organisations, d'ailleurs, la PSEA ne tombe pas dans le service RH, mais sous la direction générale directement. Et après, la plupart quand même, à ma connaissance, l'intègrent au sein du service RH parce qu'ils ne savent pas trop où le mettre et qu'il y a forcément beaucoup de liens avec les employés puisqu'on touche à la fois à la QVT, à la fois parfois le lien avec l'aspect disciplinaire. Mais donc, dans ce qui est PSEA, on va retrouver tout ce qui est politique, code of conduct, système d'alerte, et puis ensuite les personnes qui vont mener des enquêtes quand il y a des cas de PSEA. Il y a des organisations qui font appel à des consultants externes pour les enquêtes, et il y a des organisations qui ont des enquêteurs en interne pour faire ces enquêtes. Et moi, je suis ravie de savoir qu'il y a ces postes-là parce que moi-même, j'ai été confrontée et j'ai dû faire pas mal d'enquêtes sur ce genre de thématiques et j'étais pas formée. Donc, j'ai été accompagnée, heureusement, par mes organisations à chaque fois. Mais enfin, c'est pas à la base, c'était pas mon boulot, quoi. donc voilà, c'est plutôt une bonne évolution selon moi, en tout cas, une bonne évolution du secteur que d'avoir ces postes dédiés à la PSEA. Je le veux dire, Estelle, effectivement, sur la qualité, parfois, qualité de vie au travail, parfois, je me suis trouvé à l'expérience aujourd'hui des législations aussi au niveau national. Je pense plus aux pays en Amérique latine, ce moment ici, que selon la taille de la mission, nous invite à avoir des profils de droits nationaux aussi dédiés à ce type de thématiques. C'est vraiment
quand je parlais des aspects légaux de l'aspect transversal, qui nous, ce n'est pas une obligation parce qu'au final, nous-mêmes, comme organisation non gouvernementale, humanitaire, on a envie de mettre, donner le correct espace et valeur à la qualité de vie au travail, à la prévention psychosociale. Ça, c'est quelque chose de très important. Voilà, je voulais seulement compléter avec ça. Excuse-moi. Ouais, merci beaucoup. Parlons des enjeux. Yes. Si tu veux bien aller sur la slide d'après. Sébastiano, c'est toi qui commence? Oui, donc effectivement, là, beaucoup on a parlé. Les enjeux aujourd'hui, effectivement, si on parle de ces aspects de la transversalité, c'est cet aspect aussi de l'accompagnement que nous, comme RH, indépendamment du poste de coordination ou pas ou du siège, on a cette tâche d'accompagner les collègues qui sont sur la gestion quotidienne pour les permettre d'assumer son rôle. Parfois aussi, dans l'organisation du travail, il faut savoir que beaucoup, presque je pense que dans toutes les organisations, plus que j'ai travaillé, on a toujours un type de gestion hiérarchique, mais aussi de gestion fonctionnelle ou des métiers. Donc, c'est une habitude pour qui il a des expériences, mais pour les personnes, de nouveaux managers qui sont là, les RH doivent être là aussi dans la capacité, dans la fonctionnalité de pouvoir accompagner les managers dans ce type de rôle qui est vraiment particulier. Et ça, c'était un des enjeux principaux qui rentre dans le métier des ressources humaines. Pour moi, c'est un enjeu principal important. Et pour compléter ce que tu disais, et on en avait parlé quand on a préparé cette intervention, c'est accompagner les managers sans se substituer à eux, parce que c'est eux les managers d'équipe, et du coup, la posture du RH, c'est fin, on va dire, entre eux, on accompagne, on donne des conseils, mais on ne fait pas à la place d'eux. Et il y a, en tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai vu des managers qui, du coup, se dédouanent un peu et laissent au RH ce qu'ils n'ont pas envie de faire, par exemple les entretiens de recadrage ou ce genre de choses. Exactement, exactement. Du coup, je poursuis. On en a parlé, QVT et PSEA, c'est deux enjeux majeurs dans le secteur. Où d'ailleurs, je trouve qu'on est plutôt avancé, en tout cas quand j'en parle avec des collègues RH qui ne sont pas dans le secteur humanitaire, notamment sur l'aspect PSEA, on est très avancé par rapport à d'autres secteurs. Donc deux enjeux majeurs, c'est pas tout à fait des nouveautés, hein, c'est pas tout à fait des défis de demain, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on se penche dessus, mais ça reste... ces deux thématiques ont profondément modifié le métier de RH. Moi, je l'ai vu dans mes 20 ans, 15-20 ans de carrière, et vont, je pense, continuer à modifier la fonction RH. Notamment par cette spécialisation. D'ailleurs, j'ai vu sur LinkedIn aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, une ancienne collègue qui était coordinatrice RH qui aujourd'hui devient experte PSEA. Donc, voilà. Oui, exactement. Mais si, effectivement, dans ce type d'expertise, dans cet aspect, on peut dire de neutralité qui doit avoir, d'accompagner les managers sans les remplacer. On a aussi cet aspect ici, quand on parlait de la fiscalité de la protection sociale, il ne faut pas seulement voir l'aspect coût-bénéfice, mais aussi en parlant vers les collègues, que soit des droits expatriés, des droits, on peut dire, hors des droits nationaux où on fait l'intervention, mais en fonction aussi en particulier des droits des collègues des droits nationaux, c'est l'aspect effectivement de la protection, c'est-à-dire de réussir à pouvoir présenter les marques employées d'une organisation non gouvernementale, donc avoir la proposition de la meilleure
conditions rémunératives qui est possible selon les lois, en train de, bien sûr, il faut toujours tenir en considération les enjeux, du budget de la mission et les financements qu'on a. Ça, c'est une ressource importante. Et aujourd'hui, encore plus, on a tout le problème. Aujourd'hui, non, ce n'est pas un problème. Commence à naître un changement de la vision de la fiscalité aussi vers Je ne sais pas si tout le monde a entendu ta dernière phrase. Moi, elle a été coupée un peu. Donc, Ouais, oui, oui. merci. Donc, je disais qu'un aspect aussi important qu'aujourd'hui on vient aussi sur la partie fiscalité, en particulier, c'est l'aspect au niveau de la fiscalité de l'expatriation qu'il travaille sur les staffs sur la vision fiscale des travailleurs expatriés sur le territoire national aussi. Cet aspect ici, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, il faut aussi avoir cette nouveauté et cette vision, on peut dire, de la progression de la vision de la fiscalité de l'aide humanitaire, si on peut donner un titre. Oui, tout à fait. J'enchaîne avec cet enjeu de localisation de l'aide. C'est pas non plus tout à fait nouveau, mais on en parle de plus en plus. Ça pose forcément des questions RH, notamment de recrutement. Il y a des pays, et l'Ukraine, par exemple, est un bon exemple. L'Ukraine est un pays, un terrain humanitaire aujourd'hui. C'est nouveau pour eux, heureusement d'ailleurs, enfin tant mieux pour eux. Mais ça veut dire que le personnel national, c'était pas des gens experts de l'humanitaire, formés à l'humanitaire, qui connaissent la culture humanitaire. C'est quelque chose de nouveau. Moi, je l'ai vécu il y a quelques années au Nigeria, où on a fait une ouverture de mission, et du coup, c'était compliqué de trouver des gens sur place qui connaissent le secteur. Donc, la localisation de l'aide, elle risque de poser ces questions de recrutement. Et est-ce qu'on peut trouver dans tous les pays les compétences dont on a besoin ? C'est pas toujours si évident. Et puis, ça pose la question de l'accompagnement des collaborateurs locaux, de l'accompagnement des collaborateurs salariés, mais aussi des partenaires locaux, des ONG locales, avec bien sûr la question des financements, parce que pour faire du capacity building, de la formation, il faut qu'il y ait des financements qui soient dédiés à cela, ce qui est assez peu le cas aujourd'hui. Donc, s'il y a une stratégie, et c'est plutôt la tendance en tout cas globale de localisation, il faut que la stratégie des bailleurs, elle évolue aussi vers du financement des actions de renforcement des compétences des acteurs locaux, qui soient salariés locaux ou des partenaires locaux. Et pour conclure, on pensait comme des enjeux, c'est le travail à distance. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Covid, on a beaucoup parlé du télétravail, mais pas seulement ça. Moi, je pense que le travail à distance, moi, je le voyais aussi dans l'aspect des contraintes géopolitiques pour pouvoir travailler. Et c'est pas seulement au niveau de l'expatriation, mais aussi au niveau aussi des droits nationaux, des collègues des droits nationaux qui ne peuvent pas agir directement vers dans certaines zones où parfois on intervient avec des associations locales, et donc c'est le savoir gérer des programmes à distance sans pouvoir être présent directement sont des enjeux aussi importants qui il amène à avoir une certaine capacité et organisationnelle, mais aussi d'organisation, mais aussi d'accompagnement dans le style de management vers les collègues qui est effectivement dans l'association avec lesquels on travaille. C'est un aspect aussi de savoir gérer à distance, et donc c'est aussi un nouveau enjeu qu'on prend plus en considération et qui faut de plus en plus devenir importante dans l'implémentation des programmes humanitaires. Pour conclure,
pour nous, ce métier RH, ces métiers RH, parce que vous avez vu que c'est assez diversifié, c'est un métier qui est à la fois difficile et passionnant. Alors difficile parce que, notamment parce que nos employés nationaux sur le terrain sont aussi souvent nos bénéficiaires. Moi, je l'ai vécu dans mon expérience, par exemple, au Libéria. J'avais des employés qui allaient emmener leurs enfants malades dans l'hôpital de MSF. J'avais des employés qui avaient même des enfants, un enfant, dans notre centre thérapeutique nutritionnel, donc là où on traite des enfants malnutris. Quand j'étais en Haïti, évidemment, nos employés, ils avaient été touchés par le séisme, ils avaient tout perdu, ils vivaient dans des camps. Donc c'est difficile parce qu'en tant qu'RH, on est, comme le disait Franck, dans la partie service support. Mais en fait, nos employés, c'est aussi un peu nos bénéficiaires. Donc, pas toujours facile de trouver la bonne distance. Et émotionnellement, ça peut être compliqué à gérer. Et puis c'est un métier passionnant parce qu'on touche à l'humain. Donc forcément, même si on fait que du recrutement, il n'y a pas 2 entretiens qui sont pareils. Et puis voilà, on gère des gens et donc forcément c'est passionnant. Et moi j'aime à dire, si on dit que l'argent c'est le nerf de l'humanitaire, l'argent c'est le nerf de l'humanitaire, mais les humains, c'est eux qui font les projets. Donc, pardon, c'est pas du tout la phrase que je voulais dire. L'argent, c'est le nerf de la guerre, mais les humains, c'est le nerf de l'humanitaire, parce que c'est eux qui mettent en place les projets. Et on a beau avoir des millions qui tombent sur la table, si on n'a pas les bonnes personnes pour les gérer, derrière, ça sert à rien. Les projets, ils seront pas de bonne qualité. Eh bien, voilà merci. pour nous. Merci beaucoup, Estelle. Et merci, Sebastiano. Oui, merci à vous. Merci à vous 3. On va prendre les questions. Alors, on a différents styles de questions. Je vous avertis tous les 3. On a quelques questions sur les parcours Bioforce. On a des questions sur des possibilités de stage. C'est assez disparate comme style de questions. Et je vais commencer par vous poser une question qui est à moi. C'est sauf si j'ai eu un instant de décrochage pendant que vous parliez, je me disais que c'était peut-être aussi intéressant pour ceux qui nous écoutent de faire le lien aussi avec les représentants du personnel qui, de mes expériences, sont aussi souvent les interlocuteurs en interne des RH. Sur le terrain en particulier. Bien sûr. En tout cas, moi, pour mes expériences, c'était sur le terrain, mais au siège aussi, en l'occurrence. Ouais, tout à fait, oui, comme un n'importe quel poste en RH, comme tu dis en France, où il y a un comité d'entreprise, parfois un CHSCT, etc. Sur le terrain, selon la législation locale, on va avoir des délégués du personnel, un comité d'entreprise avec lesquels on va discuter, négocier, notamment les augmentations de salaire, par exemple, mais aussi, par exemple, travailler ensemble sur une fermeture de bureau et sur le reclassement des équipes qui sont licenciées, par exemple. Oui. Effectivement, moi je peux ajouter que pour moi c'est important pour un coordinateur RH ou pour un coordinateur RH ou un référent RH du siège avoir la capacité de pouvoir toujours avoir une température de l'ambiance sociale dans laquelle nous travaillons, pour avoir une capacité de pouvoir discuter, comprendre les problématiques qu'il peut avoir
que se peut avoir dans l'émission, et donc la représentation du personnel, indépendamment des obligations légales qu'on doit respecter, comme toujours, mais c'est quelque chose que moi, personnellement, je pense qu'il faudrait toujours mettre en évidence, et donc aider à avoir des représentantes, des collègues nationaux. Non, en France, on a, parce que bon, on a des obligations, mais indépendamment de ça, je pense que c'est important. Alors, on a une autre question ici qui est: est-ce que seule la formation en responsable RH et finance permet d'accéder au métier RH? Alors, au-delà du fait que Sébastiano est la preuve vivante que la réponse est non. Moi aussi, hein, je suis pas passée par Bioforce. Voilà. Est-ce que vous voulez peut-être étoffer un peu? Alors, moi, j'aurais tendance à dire, mais je pense que Sébastiano va me contredire, que moi, j'aurais tendance à dire que pour un poste RH, il faut une formation RH. Donc, c'est-à-dire un master en gestion des ressources humaines ou en droit du travail, et si on rentre par la porte plutôt de l'administration du personnel. Moi, oui, je pense. Après, il y a des passerelles. Oui, effectivement. Moi, je pense qu'une formation comme elle que venez de citer, c'est intéressant. Je la connais. Je pense que c'est très intéressant, c'est très utile pour connaître c'est quoi, quelles sont les attentes des métiers. Mais pour moi, quand on parlait de la passion et de la difficulté que disait Estelle, travailler dans l'humanitaire, oui, c'est un métier, c'est une spécialisation que nous devons donner dans les programmes, mais il faut aussi la motivation personnelle qui nous amène. Donc, moi, je dis, oui, le métier, il arrive, mais il ne faut pas oublier, désolé, je suis de la vieille école peut-être, mais il ne faut pas oublier la motivation d'y travailler pour un programme humanitaire. C'est ça la clé pour moi aussi, et plus qu'on doit toujours, les collègues doivent toujours mettre en évidence. Travailler aujourd'hui avec MEDEM, c'est travailler avec MEDEM, c'est différent de travailler avec MSF, avec ACF, avec toutes les autres organisations. Et chacun de nous, on doit trouver la motivation pour y travailler dedans, dans ce type d'organisation. Après, je comprends bien que c'est toujours un métier. Je ne sais pas si je me suis expliqué. Je voudrais pouvoir compléter ce que venait de dire à la fois Estelle et Sébastiano. On peut être géologue et arriver à de l'accompagnement, à du conseil, ce qui vient en fait revient à faire une forme de travail à ressources humaines. C'est mon cas de figure. Mais je voulais aussi expliquer que on peut avoir aussi des passerelles qui vont dans le sens inverse et on peut passer des RH jusqu'à devenir chef de mission. Et ce cas de figure, moi, je l'ai bien connu, notamment chez Action contre la faim. Oui, je confirme, il a des bons passages. J'enchaîne avec deux petites questions à l'intention de Franck au sujet de l'Institut Bioforce. Oui, Estelle, tu voulais compléter avant que j'enchaîne? Juste un truc, non, c'est pas pour compléter, mais peut-être demander à Franck, peut-être qu'on peut fermer la présentation pour voir les personnes qui parlent, pour les voir mieux. Ah non, bah du coup non. Si, ça va venir. L'Institut Bioforce ne figure actuellement pas dans le répertoire de l'UNESCO. Est-ce que, bien que cela n'ait pas d'impact direct sur la qualité de la formation, il est vrai que certaines agences des Nations Unies accordent une plus grande valeur aux écoles répertoriées dans le répertoire de l'UNESCO. Ça pourrait potentiellement améliorer l'employabilité des diplômes de Bioforce. Est-ce que l'Institut ne pourrait pas entreprendre des démarches pour s'enregistrer dans le répertoire de l'UNESCO? Alors oui, je le regrette. Est-ce que c'est à ce jour dans les réflexions stratégiques de l'équipe des programmes? Alors d'abord, je regrette que ça ne soit pas le cas. Pour répondre à ta question, en tout cas, Laetitia, non, je ne pense pas que ça soit dans nos priorités, dans la mesure où on en a tellement d'autres. Et tant que ça fonctionne, tant qu'on produit de la formation et de qualité et qu'on envoie des humanitaires qui soient prêts à travailler et à donner ce qu'ils ont à donner sur le terrain, pour nous, tout va très bien. Et je dirais que peu importe finalement, nos apprenants depuis plus de 40 ans finalement se retrouvent dans toutes les
structures possibles, toutes les configurations possibles, que ce soit en national, en local, en international, dans n'importe quelle structure, à différents types de postes. Et donc, dans ce cas-là, et je suis certain qu'il y en a déjà à l'UNESCO qui ils sont reconnus peut-être plus pour leur savoir-être, leur savoir-faire que pour leur diplôme, et tant mieux. Donc, ça, c'était une question. Nous avons ici Mamadou Mouktarbari qui est en recherche d'un stage et il demande est-ce que c'est possible d'avoir un stage dans une organisation humanitaire sans convention de stage? Alors, j'imagine que ça dépend des pays. Oui, Exactement. alors des Je vous laisse législations. répondre. Oui, allez-y, vous êtes sûrement plus à même de Vas-y, répondre que moi. vas-y. Non, je vous Non, en prie. pour moi, oui, effectivement. Si, ça dépend d'abord des lieux. Donc, si on fait un stage en France, c'est obligatoire d'avoir un stage, une convention de stage. Mais tout ça dépend de la législation nationale dans laquelle il va déployer les stages. Mais à défaut, je dirais que la convention, c'est bien, qui est toujours bien à voir parce que c'est un cadre juridique bien déterminé. Donc, moi, je serais plus qu'une convention doit toujours être y avoir. Après, c'est pas un stage, mais peut-être aussi un bénévolat à faire, en sachant que c'est pas un travail déguisé. Faire un bénévolat, c'est une partie du métier. Mais c'est aussi la possibilité pour connaître les enjeux d'un travail, humanitaire. Et ça pourrait être, on peut dire, c'est pas la réponse directe, mais c'est une petite réponse, mais pourrait être une alternative au stage sans convention. Donc, on a une question qui nous vient de République démocratique du Congo et qui souhaite postuler à la formation. Je vous mettrai ou Franck, tu peux peut-être directement mettre le lien de la porte d'entrée du site de Bioforce. Comme ça, ils ont directement le lien accessible pour tout le monde. C'est la réponse la plus efficace. Permettez-moi de le chercher. Alors, je suis un RH de formation, de profession avec une expérience de 6 ans. J'ai participé à pas mal de formations en ligne, des formations sanctionnées d'attestation. Je postule aux annonces, mais jusqu'ici, mon CV n'arrive pas à accrocher les recruteurs. Quels conseils auriez-vous à prodiguer? Voilà. C'est extrêmement difficile de répondre sans avoir du détail du profil de la personne qui pose la question et du type de poste sur lesquels elle a postulé. Il y a peut-être justement un problème d'adéquation entre le profil et les postes envisagés. Et moi, j'avais une question subsidiaire, c'est finalement quand des RH embauchent des RH, que tous les outils du CV sont maîtrisés, puisque c'est votre corps de métier, et que les techniques de l'entretien d'embauche, telles que les réalisations provantes, le storytelling pour justifier les soft skills, puisqu'on a une question aussi sur les soft skills, sont maîtrisés et partagés. Enfin, finalement, le jeu du dialogue, est-ce qu'il n'est pas un peu aliénant ou est-ce qu'on ne se retrouve pas aussi parfois dans des situations ubuesques? Alors moi, dans mon expérience, c'est plutôt le contraire. C'est qu'en fait, on se retrouve dans une discussion entre deux professionnels RH qui est hyper riche, où on échange des idées. Et puis, ouais, en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai vécu plutôt les recrutements que j'ai pu faire en tant qu'RH. Ou avec des entretiens qui durent à rallonge parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter parce qu'on a plein de trucs à se dire, forcément, même si on ne se connaît pas, hein, je veux dire, mais parce que c'est passionnant de parler de RH entre RH. Et la même chose, je l'ai vécu en tant que candidate avec des recruteurs. Moi, de mon côté, je peux dire que l'état RH, de recruter des RH, il faut s'oublier que nous, on s'arrête, mon expérience, je m'arrête au constat des compétences techniques.
après, les choix de candidats, c'est du recrutement managérial. Donc, c'est-à-dire, c'est les managers qui choisissent les candidats en fonction de son envie de manager, de son équipe et des enjeux. Donc, oui, effectivement, ça fait beaucoup et c'est bien. C'est une discussion, comme dit Estelle, mais après, il ne faut pas oublier que l'entretien après, c'est le plus important parce que c'est avec les managers qu'il doit choisir son candidat à recruter. Et malheureusement, il a souvent un poste. Alors, on va faire une petite parenthèse parce que je prends les questions dans l'ordre. Et ici, on a un nutritionniste infirmier qui pose des questions. Du coup, c'est pas pour bosser dans les RH, mais bien pour passer d'infirmier à nutritionniste dans une ONG humanitaire. Et la question est, je souhaiterais être orientée afin de parvenir à ce but. Est-ce que Franck, tu peux aussi mettre peut-être l'email de votre personnel qui s'occupe, de votre personne qui s'occupe des tout premiers entretiens précurseurs en orientation? Oui. En fait, il faut passer par notre standard simplement en allant sur le site, vous trouvez voilà, je vais mettre ça aussi en lien. Ensuite, la personne sera redirigée. Effectivement, nous faisons des entretiens d'orientation. Je l'ai fait. Alors, j'ai cru comprendre que depuis quelques années, les services RH des ONG se réorganisaient par filière, métier. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Alors, je comprends la question de deux manières complètement différentes. Je le comprends à la fois dans le recrutement peut être organisé par filière métier, c'est-à-dire que dans l'équipe recrutement, il va y avoir, c'est le cas par exemple chez Action contre la faim, il va y avoir la personne qui recrute tous les médicaux, la personne qui recrute tous les logisticiens, la personne qui recrute tous les financiers, celle qui recrute tous les chefs de mission, etc. C'est pas le cas dans toutes les ONG. Voilà, c'est un choix d'une organisation de décider de se structurer de cette manière ou de faire du recrutement plus géographique. Et après, je comprends la question d'une manière différente qui est par thématique métier, comme on disait tout à l'heure quand on a présenté les métiers, avec un service gestion administrative, paye, contrat, suivi des congés, ce genre de choses. Un service formation, un service recrutement, gestion des carrières, etc. Je ne sais pas si ça répond du coup. J'espère. Moi, j'ai rien, sûrement peut-être ajouter. Effectivement, il y a des métiers, je pense que je peux. J'étais pas gestionnaire des carrières ou des pools sur les métiers admin RH avec MSF, par exemple, j'étais sur les métiers log. Mais effectivement, comme tu viens de dire, Estelle, c'est une standardisation de quoi on s'attend pour un coordinateur RH, par exemple. Et comme tu dis, après, c'est si on a c'est un pool de personnes et donc à l'adapter aux différents contextes ou des enjeux qui peuvent être, par exemple, la taille, la langue ou des situations, on peut dire, géopolitiques qui permettent à déplacer une personne ou son mission au rapport à autre. C'est une chose que je peux ajouter. Merci. J'ai deux questions sur la transversalité. La première est, quel est le minimum de connaissances en RH qu'il faut avoir pour être un bon project manager ou un coordinateur terrain? Et l'autre, c'est une question de transversalité dans l'autre sens. J'aimerais savoir quel lien y a-t-il entre ressources humaines et finances, puisque dans certaines ONG, les deux départements sont regroupés. Donc, je vous pose les deux en même temps, puisque c'est quand même, ça parle vraiment de transversalité dans les deux cas, même si c'est pas dans le même sens. Oui, et surtout dans le premier cas, on ne parle pas de gestion des ressources humaines, mais de gestion d'équipe, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
quand même. Le socle minimum en gestion d'équipe, et c'est tout. Je ne sais pas par où commencer. Je pense que la compétence essentielle, c'est de la communication, mais il y a aussi l'organisation. Je ne sais pas par où commencer. Là, c'est une formation d'une semaine. Bioforce en propose, les formations en gestion d'équipe d'une semaine. Oui, tout à fait. Humanitalent aussi en propose, mais uniquement dans les ONG, donc pas accessible à des particuliers. Je ne sais pas comment le résumer. Franck, est-ce que tu veux résumer la formation gestion d'équipe? Non, ça va être compliqué. Non, mais ce que tu as dit, voilà, c'est tout. Et en fait, voilà, il faut s'adapter surtout en fait aux besoins. Merci. Oui. Non, c'est une question d'adaptation, de faire face à ce dont on a besoin sur le terrain. Donc, effectivement, il faut avoir quand même une notion de toutes les thématiques que les RH peuvent sous-entendre, jusqu'aux questions de PSI et PSEA, comme tu évoquais, même si tu ne vas pas gérer sur le terrain concrètement les cas de figure, il faut que tu saches quand même comment tu vas réagir. Ensuite, tu vas t'entourer des personnes qui vont pouvoir t'aider à traiter les situations concrètes, plus complexes, mais il faut avoir effectivement pas mal de cordes à son arc quand on débute quand même, quand on est sur le poste. Moi, je me permets d'ajouter, pour complémenter Franck et Estelle, je pense qu'un coordinateur de terrain, avant d'y être, doit être un coordinateur d'un programme, donc doit avoir une connaissance de la gestion d'une petite équipe ou grosse équipe. C'est pas une question de nombre, mais c'est une question de savoir-être, d'avoir cette compétence. Et donc, un coordinateur de terrain, un coordinateur d'équipe, c'est qu'il a une coordination des personnes pluridisciplinaires. Un coordinateur de terrain, il gère la finance, il gère les programmes, il gère les ressources humaines, donc il doit cette capacité de gérer l'équipe des différents métiers. Donc ça, c'est, on peut dire, je me permets de compléter votre réponse. Et au sujet des AMA, si j'ai bien compris, pour l'expérience, c'est en fonction de la dimension, de la taille de l'équipe. On ne peut pas avoir un coordinateur un coordinateur admin qui fait finance RH avec 300-400 équipes nationales à gérer. Ça, c'est pas possible. Pour moi, c'est une situation, bien sûr, d'un redimensionnement ou d'une situation de mission qui permette d'avoir un coordinateur admin qui puisse gérer les deux thématiques. Voilà ma contribution. Merci. Ici, il y a une question. Est-ce possible pour une personne qui a une licence en tourisme de se réorienter en ressources humaines dans la solidarité internationale, sous-entendu? Je vous laisse la parole. Dans l'absolu, moi je dirais effectivement, tout le monde peut se reconvertir. Voilà, tout est possible. Il suffit d'abord d'avoir la motivation. Ensuite, effectivement, il va falloir aller chercher, encore une fois, dans vos expériences, ce qui peut avoir trait justement aux ressources humaines, ce qu'on a évoqué ce soir, et essayer d'en dégager peut-être à la fois les compétences que vous auriez déjà, mais aussi les compétences qu'il vous faudrait acquérir. Si vous n'en avez que peu, malgré tout, si vous avez la motivation, encore une fois, et si vous êtes prêt à y passer du temps, à vous inscrire dans le temps, je pense que voilà, on peut l'envisager. Voilà, mais je pense qu'il faut aussi faut discuter de cela, faut vous renseigner probablement encore un peu plus et bien voir l'adéquation. Moi, je ne voudrais limiter personne en fait dans un engagement humanitaire, et notamment dans une thématique. Ok. On a une question sur... Pour être... pardon, mais pour compléter et pour être quand même honnête, parce que en termes de recrutement, derrière, il risque d'y avoir des blocages. C'est que, bien sûr, tout le monde peut se réorienter. Après, très sincèrement, il faut passer à un moment donné par une formation technique, que ce soit la
formation Bioforce ou une formation RH, master RH, pour pouvoir ensuite postuler sur des postes RH. Ok, il y a une question sur les rémunérations des métiers RH. Où est-ce qu'on peut trouver des grilles de salaire? Je pense peut-être si vous avez des fourchettes basées sur vos expériences, que ce soit au siège ou sur le terrain. Je sais que là, j'ai pas l'origine de tout le monde sous les yeux, mais on a beaucoup de questions qui nous viennent souvent des participants d'Afrique francophone. Donc, si vous avez des exemples un peu en France et sur ces zones géographiques, ça peut donner aussi savoir aux participants de la formation de ce soir combien est-ce qu'ils peuvent prétendre aussi, parce que souvent c'est un sujet qui est un peu tabou et difficile à amener en entretien d'embauche. Je dirais que c'est tellement variable en fonction du volume d'activité, de la structure, de l'historique, des bailleurs de fonds aussi, voilà, des contextes, ouais, il y a trop de paramètres pour dire en fait, ça dépend des responsabilités bien sûr. Et si vous voulez m'aider à compléter. Oui, exactement. On ne peut pas, je dirais, tu me trouves une difficulté, ça, parce que je ne vais pas partager, mais les grilles de salaire sont tellement différentes d'un pays, parce que, par exemple, nous, on travaille sur le coût de la vie moyenne d'un pays, en Côte d'Ivoire, que ce n'est pas la même chose qu'au Burkina, que RDC, Madagascar, France. Donc, on ne peut pas dire. Après, oui, effectivement, on a une approche totalement différente au marché du travail, et ce n'est pas pour récriminer, attention, je ne veux pas te dire, mais par exemple, les ONG anglo-saxons sont totalement différentes des types de ONG autres européennes. Une approche totalement différente. Et autre chose, c'est l'approche, effectivement, on a des grilles différentes, grilles expatriées et grilles staff nationaux, mais c'est ça en base à avoir droit un expatrié, c'est quelqu'un qui a l'expatriation par rapport au pays dans lequel nous effectuons les opérations. Voilà, donc il y a différentes, pour moi, enjeux et conditions qui ne permettent pas de répondre avec exactitude à ça. Mais pour donner quelques chiffres sur un poste de coordinateur RH, on peut aller du statut volontariat de la solidarité internationale avec une indemnité. Donc ça, je parle bien de postes expatriés, hein, pardon. Je précise bien un poste expatrié, pas nationaux, parce que pour les nationaux, Franck et Sébastiano ont déjà répondu. Et effectivement, on peut pas répondre pour le monde entier. Mais pour des postes d'expatriés, on peut aller sur du statut volontariat de la solidarité internationale avec une indemnité qui peut être autour des 800 € par mois, jusqu'à du 3 000 brut dans certaines ONG françaises et jusqu'à du 6 000 brut par mois avec des ONG anglo-saxonnes, américaines ou d'Europe du Nord. Donc voilà, la fourchette, elle est quand même très très large. Pour les postes sièges, il y a une étude de Deloitte qui date de... C'est quoi la date? 2022 ou 2023, donc assez récente. Oui, ah ben vous, c'est moi qui t'ai envoyé. Qui place les RH... Voilà, on en avait parlé, qui place les RH plutôt dans une bonne position en comparaison avec le secteur privé, avec, je crois, 10% d'écart avec le privé. Donc voilà, la question en siège, on est moins payé que dans le secteur privé, c'est évident, mais moins comparativement que des postes de direction générale ou de DAF, où là, il y a un écart beaucoup plus important entre les ONG et le secteur privé. Alors, encore une petite question. Quelle est l'approche stratégique qui est mise en place pour fidéliser son personnel pour un profil junior avec un niveau d'anglais basique? Est-il possible d'intégrer une mission humanitaire, même s'il a fait Bioforce? Et d'autant parce qu'il a fait Bioforce. Bon, je vais essayer de répondre à ça déjà. Alors,
L'anglais, je l'ai évoqué, hein, c'est quand même une compétence importante dans beaucoup de pays, sur beaucoup de postes. Néanmoins, vous pouvez arriver avec un niveau quand même basique. J'ai discuté notamment dans les semaines passées avec une structure irlandaise qui recrute et qui dit clairement, nous, pour des postes opérationnels, nous ne requérons pas du tout un niveau d'anglais important. Nous estimons en fait que la compétence technique et le savoir-être sont beaucoup plus importants. Donc voilà, ça va être encore une fois une question de pays, mais aussi de structure, de stratégie et de politique. Mais il ne faut pas se leurrer. L'anglais va être à un moment, dans l'évolution d'une carrière, en tout cas, nécessaire à un certain niveau. Si vous voulez pouvoir, en tout cas, communiquer avec des bailleurs, si vous voulez communiquer avec des autorités, certaines autorités, si vous voulez comprendre, en fait, certains documents, pouvoir les lire, si vous voulez aussi pouvoir évoluer dans un milieu multiculturel où l'anglais va être souvent la langue de communication. Ok, Oui, là j'avais une pas petite parler question. anglais, c'est se couper de la moitié des postes possibles. Et pour répondre à la première question, qui est l'approche stratégique qui est mise en place pour fidéliser le personnel, ça va dépendre d'une organisation à l'autre, mais il y a des ONG qui fonctionnent beaucoup en pool management, donc ils gèrent leur vivier de ressources et ils organisent un petit peu une sorte de chaise musicale Pierre qui est au Tchad va partir remplacer Paul qui est en RCA, qui lui-même va remplacer Jules qui est au Mali et on fait tourner un peu comme ça. Oui, je confirme la chose que dit Estelle. Après, il ne spécifie pas quel type de métier. Si on parle de métier RH ou de métier au wash, par exemple, excusez-moi, Franck. et donc, c'est effectivement, comme tu dis, une espèce de chaise musicale, connaissance des compétences, connaissance des outils et des standards de l'organisation pour laquelle on travaille. Et donc, la compétence qui peut être acquise dans l'expérience hors du contexte dans lequel la personne il est et un nouveau contexte multiculturalité. Ça, c'est un aspect fondamental. Après, chaque organisation elle a sa politique. Alors, j'ai ici je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Je suis désolée. On a un gestionnaire des ressources humaines qui demande quel rôle peuvent bien jouer les finances et l'administration quand les ressources humaines sont chapeautées par le directeur administratif et financier. Donc, en gros, il y a un chargé de... Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a un chargé de ressources humaines qui gère les RH et qu'au-dessus de lui, il y a un directeur admin et financier qui chapeaute, mais qui visiblement, étant donné la question, ne répond pas aux attentes du chargé des RH dans l'accompagnement dont il pourrait avoir besoin. Quelle proposition il peut soumettre à son organisation pour améliorer l'organisation interne justement des rôles et... D'accord. Alors, au-delà de la frustration que l'on ressent dans la question, dans l'affirmation, eh bien, ça repose encore une fois le débat entre avoir des postes RH purs et des postes admin qui recouvrent à la fois les finances et les RH. Très honnêtement, à ma connaissance, de nombreuses structures envisagent plutôt justement de scinder les deux postes parce que ça, voilà, ce sont deux métiers différents. Néanmoins, il y a des freins. Le frein premier, c'est celui de la recherche de l'efficacité, de l'efficience en tout cas, de faire les choses à moindre coût. Bien souvent, donc la limite peut être un manque de financement ou la volonté ou la nécessité de devoir faire des économies et donc ça va engendrer justement un double poste. Et dans ce cas-là, il y aura là aussi des frustrations et des regrets, mais voilà, on fera avec ce qu'on a. Mais clairement, il y a une volonté bien souvent dans les organisations actuelles de faire cette séparation.
Alors, pour essayer de répondre un peu plus à ce que j'entends dans la question de la personne, oui, il est fort probable que quelqu'un qui ait une teinte, un responsable supérieur, responsable hiérarchique qui a une teinte sur un thème, va forcément penser selon ce thème. Et il est difficile, effectivement, d'aller contre sa nature, d'où l'idée effectivement de scinder ces deux postes, en tout cas sur les projets, les missions, autant que faire se peut. On a ici une deuxième partie de question sur les minimums de connaissances RH des coordos, puisque en particulier dans les cas de figure des fins de contrat, des séparations et je pense de l'évolution des talents. Et dans les ONG, il y a des besoins en connaissances spécifiques qui sont peut-être supputés dans les missions décrites dans les job desks et ou exprimées en termes d'attente dans les offres qui sont publiées. Et je pense qu'il avait besoin de peut-être plus de précision, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir compléter ce que vous avez dit tout à l'heure. On a des questions assez spécifiques ce soir, pas forcément facile de bien cibler la réponse. Vous qui nous écoutez, on vous remercie de votre bienveillance. J'ai vu la question telle qu'elle est formulée et je réagis quand même avec à mon avis, il faut avoir un minimum RH pour ne pas suivre bêtement les décisions du service ressources humaines. Oui, ou alors on peut faire confiance en son expert en ressources humaines dont c'est le métier et qui normalement sait de quoi il parle, et notamment sur des questions de fin de contrat, il y a quand même des enjeux légaux qui ne s'inventent pas. Alors bien sûr qu'un manager peut aussi se renseigner et peut prendre le code du travail et bouquiner le code du travail. Ça remplacera pas une expertise quand même juridique. Donc, et après, il y a des formations en ligne en gestion des ressources humaines. Il y a des MOOC aussi qu'on peut faire et qui peuvent être gratuits. Donc, on peut se renseigner sur la fonction RH et sur les missions RH pour effectivement peut-être... c'est pas une histoire de pas suivre bêtement, mais effectivement pour avoir des échanges constructifs avec le département RH si c'est pas déjà le cas. Je sais pas si ça répond à la question. Peut-être pour compléter de manière plus transversale, se souvenir que de toute façon sur tous les postes et dans toutes les structures, il y a quand même une politique qui s'est assez généralisée sur la formation continue des personnels, et donc en fonction de vos appétences, justement, voir avec vos RH quelles sont vos envies, vos besoins de formation, valider avec vos managers respectifs les formations qui vous permettront d'évoluer vers tel ou tel pôle de compétences et pour la poursuite de votre carrière, histoire de nourrir justement ces compétences techniques qui ont besoin d'une expertise. Donc ça, en France, le compte formation, il est aussi là pour ça. Les formations continues, qu'elles soient collectives en interne ou externalisées, ça fait partie des processus qui aujourd'hui, dans beaucoup d'ONG, même dans les sièges terrain, sont entrés complètement dans les mœurs. Donc, il ne faut pas hésiter à réclamer ou au moins à demander votre formation continue si vous sentez que vous avez besoin d'être renforcé sur tel ou tel sujet. On a l'impression qu'on n'a jamais le temps pour ça. Oui. On a l'impression qu'on ne va jamais avoir le temps de suivre la formation, et puis finalement, il suffit de fermer sa boîte mail et puis d'y aller, d'abord de s'inscrire, et puis quand le moment est venu d'y aller et de se dire c'est pas grave, quand je reviendrai, j'aurai 4 tonnes de mails, mais au moins je sanctuarise ce temps de formation parce que c'est de l'investissement pour plus tard. D'accord. Et ce que je voulais rajouter, c'est que pour un manager, si j'ai compris aussi un peu notre partie du sens de la question,
Je peux me tromper. L'appui qu'on peut avoir d'un service support, d'un service RH, il faut le voir vraiment comme un garde-fou, car dans la complexité que j'ai pu évoquer initialement, on peut faire vraiment de grosses erreurs et on peut aussi échapper à la nécessité de redevabilité quand on veut travailler un peu en solo. Donc, on doit effectivement s'assurer qu'on ne fait pas de bêtises et donc s'appuyer sur ces services, que ce soit le service RH, financier ou logistique, pour justement renforcer la qualité de ce qu'on fait. On va prendre la dernière question. Peut-être basée sur vos expériences respectives à tous les trois. Pour une ouverture de mission, quel doit être le niveau d'implication du RH vu que l'aspect fiscal est spécifique pour chaque pays ou zone d'intervention? Voulez-vous commencer? Le RH doit être du coup moi j'ai vécu une ouverture de mission donc à Madagascar avec Action contre la faim. Le RH il doit être impliqué dès le démarrage, donc c'est-à-dire même dès la conception du projet et intervenir sur la structuration de l'équipe et ensuite faire le lien par exemple sur le budget. Pour faire un budget, il va falloir avoir une grille de salaire. Or, si on est en ouverture, on n'a pas encore tout ça. Donc, il faut créer tous ces outils-là, connaître ce qu'on peut faire avec le droit du travail pour anticiper des questions légales et les risques légaux qu'on pourrait avoir. Donc, le RH, il doit être impliqué dès le tout début et sur tous les aspects liés à l'ouverture, que ce soit le type de contrat qu'on peut avoir, la grille de salaire, mais aussi la localisation du bureau, par exemple, la taille du bureau. Voilà, en gros. Oui. Moi aussi, je peux partager l'expérience de l'ouverture d'un poste avec, j'étais court au programme à ce moment-là avec MSF. Effectivement, tous les enjeux RH ont été discutés et vérifiés, grille des salaires, type de contractation dans la législation locale, qu'est-ce qui était possible et qu'est-ce qui n'était pas possible, CDD, durée, et tout ça. Donc les enjeux RH sont très importants. Et aujourd'hui, depuis les sièges, quand on parle d'ouverture de nouveaux postes, la collègue qui suit les urgences, donc les ouvertures des missions, c'est aussi, les enjeux RH sont aussi une des priorités parce que c'est le début d'une mission et donc quand on commence après l'ouverture, il reste toujours là. Donc on ne peut pas, je ne sais pas, passer d'un grille à autre des salaires si il n'était pas fait bien au début, il restera là. Donc on ne peut pas revenir. Je fais un exemple. Donc voilà, c'est très important et aussi dans les urgences, savoir prendre la meilleure décision, mais aussi partager les avis et écouter les avis. Qui peut venir aussi des personnes qui sont au siège à kilomètres de distance, qui permettent de peut-être avoir une réflexion un peu plus pondérée. Oui, je n'ai pas tellement plus à rajouter qu'effectivement, c'est crucial de s'entourer de compétences RH. Et si on n'a pas nécessairement des spécialistes, on va devoir de toute façon, et les spécialistes vont aussi le faire, aller voir un avocat probablement qui va nous donner des informations sur la législation locale et nationale pour faire les choses dans les dans les règles de l'art, autant que faire se peut. Et encore une fois, comme tu disais, Sébastiano, c'est essentiel dans la mesure où toutes les erreurs potentielles qu'on pourra faire, on les traînera sur des années avec l'impact que ça peut avoir et parfois des impacts très très forts et des impacts qui peuvent être humains, financiers, de différentes natures. Merci à vous trois. Merci à tous nos auditeurs de ce soir. Je sais qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, mais là, on arrive vraiment
au bout du temps qu'on a à disposition. Ça a été vraiment beaucoup de questions très riches, très intéressantes et authentiques.